le cadre de sa visite d'État en Algérie, le président Alassane Ouattara a été reçu ce mardi par son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Les deux chefs d'État ont parlé entre autres du renforcement de la coopération bilatérale. Nous en parlerons en tout début de journal. Dans ce journal, nous parlerons également du Japon et de la Côte d'Ivoire qui partagent leurs expertises dans le domaine de la réalisation des infrastructures de pointe. Depuis ce mardi, des dirigeants des secteurs publics et privés des deux pays sont réunis pour jeter les bases de cette coopération. Le 3 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes de Côte d'Ivoire ont marché ce mardi pour défendre l'indépendance des médias. Thème de cette journée, accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Et puis, salariés, syndicats, jeunes et militants de Nuit debout se sont à nouveau mobilisés ce mardi partout en France pour dire non au projet de loi de travail et peser sur le débat parlementaire qui s'est ouvert aujourd'hui même. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue dans votre édition. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est en Algérie depuis hier lundi. Il répond ainsi à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Pendant cette visite de quelques jours, les deux chefs d'État vont échanger sur la paix et la sécurité dans la région, mais également sur des sujets de coopération bilatérale. Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial sur place. Une visite historique. Ce sont les mots du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour parler de sa visite d'État en Algérie, entamée ce lundi 2 mai 2016. C'est à l'issue des échanges ce mardi entre lui et son homologue algérien, le président Abdelaziz Bouteflika. Entretien au cours duquel les deux présidents ont parlé de relance et de renforcement en matière de coopération entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, je suis ici l'invitation de son Excellence le Président pour une visite d'État. C'est une visite historique car c'est la première fois qu'un président ivoirien vient en visite d'État en Algérie et c'est un grand honneur pour moi, pour le peuple ivoirien. Vous savez, l'Algérie est un très grand pays, un beau pays, un pays qui a des relations anciennes avec la Côte d'Ivoire et nous avons estimé que la coopération entre les deux pays n'était pas au niveau auquel elle devrait se situer, compte tenu de la complémentarité des pays, des économies. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec 40% de la production mondiale, premier producteur mondial de noix de cajou, premier producteur ivoirien de bananes, d'ananas et ainsi de suite, de divers fruits et légumes. Et bien évidemment, nous connaissons toute la richesse humaine et également potentielle de l'Algérie avec les productions de gaz, de pétrole, de fruits, d'industrie. Et nous considérons qu'il y a donc une possibilité pour les deux pays de travailler à plus d'intégration. Que les entreprises algériennes puissent venir en Côte d'Ivoire pour nous aider à transformer nos matières premières et que nous soyons en mesure d'accroître le flux commercial avec l'Algérie. J'ai indiqué au président que nous avons la volonté de travailler à cela. Et nous avons eu des réunions importantes avec les autorités aussi bien du gouvernement que des institutions algériennes pour faire en sorte que nous puissions démarrer et dynamiser cette relation. Nous avons parlé bien évidemment des questions internationales, le rôle joué par l'Algérie au niveau continental, au niveau universel, surtout la lutte contre le terrorisme. J'ai remercié le président pour son implication personnelle pour la résolution de la crise malienne. Car au démarrage de cette crise, j'étais moi-même président en exercice de la CEDEAO. Et ceci nous a permis de ramener la paix au Mali par des élections démocratiques. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant que
la réconciliation nationale se renforce au Mali et que l'accord d'Alger puisse être mis en œuvre dans son intégralité. Toutes ces questions sont importantes pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin du Mali. Et nous avons également parlé de la lutte contre le terrorisme. Et j'ai remercié le président pour le message de condoléances qu'il nous a adressé avec l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam que nous avons subie le 13 mars dernier. Et nous savons que le peuple algérien est aux côtés du peuple ivoirien, comme nous avons été aux côtés du peuple algérien à l'occasion des attaques récentes. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, cette visite d'État est très importante en ce sens qu'elle va permettre aux deux pays de rattraper le temps perdu. Et le chef de l'État ivoirien de remercier son homologue algérien pour l'honneur qu'il lui a fait en l'invitant à effectuer cette visite d'État et l'accueil chaleureux dont il a été l'objet à cette occasion. Entre le Japon et la Côte d'Ivoire, les rapports sont également bons. Les deux pays partagent leurs expertises dans le domaine de la réalisation des infrastructures de pointe. C'est dans ce cadre que plusieurs dirigeants des secteurs publics et privés sont en conclave à Abidjan. Ils veulent jeter les bases de cette coopération entre entreprises ivoiriennes et japonaises. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ouvert les travaux. Michel Digré. Des dirigeants de 20 compagnies japonaises et les acteurs du secteur public et privé ivoirien sur la même scène. L'objectif étant de partager leurs expertises afin de renforcer la coopération économique entre les deux pays. La Côte d'Ivoire a un vaste programme de développement d'infrastructures, tel qu'il a été notamment décrit dans le plan national de développement 2016-2020. Donc l'objectif, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons faire des partenariats techniques avec les entreprises japonaises pour nous permettre de développer ces infrastructures-là de façon plus efficace et efficiente. J'apprécie l'opportunité qui est ainsi donnée à nos entreprises de se frotter à de puissants groupes internationaux de référence, chacun dans son domaine. La présence de rencontre se tient autour d'une conférence de haut niveau qui abordera les thématiques liées à la conception, au financement, à la réalisation et à la maintenance des infrastructures de pointe au Japon, en Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs dans le monde. Pour l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, son pays est naturellement confronté à des conditions extrêmement défavorables en matière d'aménagement d'infrastructures. Mais grâce à des technologies emmagasinées au cours de plusieurs années, le Japon a su surmonter ces épreuves et le pays entend soutenir la Côte d'Ivoire dans la réalisation des infrastructures de pointe. Le gouvernement du Japon, quant à lui, entend poursuivre son soutien au développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire. Cet engagement de mon pays s'est récemment matérialisé de manière concrète par la mise en œuvre d'importants projets majeurs d'infrastructures. De 2010 à 2015, les appuis financiers du Japon à la Côte d'Ivoire se chiffrent à environ 250 milliards de francs CFA. Au niveau commercial, le volume d'échange sur la même période est passé de 90 milliards de francs CFA à 132 milliards, soit une hausse de 49% en 5 ans. Le reportage est signé Michel Digré. Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Voilà le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2016, célébrée aujourd'hui même. En Côte d'Ivoire, l'Union nationale des journalistes a marqué cette journée par une marche pour défendre l'indépendance des médias. Koné Pargassoro. Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai. Objectif, évaluer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, mais aussi défendre l'indépendance des médias. C'est la Cour de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI qui a servi de cadre pour la célébration de cette journée initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. En 2012, la Côte d'Ivoire était, 118e au classement mondial de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. L'année dernière, cette année, nous avons stagné au 86e rang.
je pense que c'est acceptable. Présente, la ministre de la Communication a félicité et encouragé l'ensemble des journalistes et professionnels des médias pour le travail abattu. Afoussata Bambalamine les a exhortés à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. C'est vous qui pouvez nous faire aimer votre métier. Et vous pouvez nous le faire aimer par votre professionnalisme, votre sens des responsabilités, vos critiques objectives, vos critiques constructives. Et en cela, je voudrais vous saluer aussi. Vous saluer chaleureusement pour avoir décidé librement, au cours de la campagne présidentielle de 2015, de vous doter d'une charte de bonne conduite. Vous l'avez fait et vous avez respecté cette charte. Avant la cérémonie officielle, une marche a été organisée en vue de rendre hommage à la presse ivoirienne. Marche qui a vu la participation des journalistes, des responsables et professionnels des médias, des photographes, des syndicats et agents du ministère de la Communication. Et pendant que les journalistes marchaient pour célébrer la liberté de la presse, à l'Assemblée nationale, les députés adoptaient ce mardi le projet de calendrier de la première session ordinaire. 15 projets de loi ont été programmés. Ils seront examinés par les députés de mai à juin prochain. Les détails avec Abou Sanogo. Fini les vacances parlementaires. Les députés retrouvent l'hémicycle pour la première session ordinaire de l'année 2016. Le calendrier est connu. 15 projets de loi, dont 8 projets de loi ordinaires et 7 projets de loi de ratification d'ordonnances ont été programmés pour être examinés sur la période du 23 mai au 29 juin 2016. Les travaux vont commencer dans quelques semaines. C'est très dense. On va s'y atteler. Les députés de Côte d'Ivoire joueront leur partition, surtout que ces textes ont des portées à la fois sociales et politiques. C'est l'étude de tous les projets de loi qui sont venus du Conseil du gouvernement et qui sont sur la table de l'Assemblée nationale. Au regard des lois qui sont déjà programmées, notamment les ordonnances du président de la République qui ont permis de donner un coup d'accélérateur au développement, nous n'avons pas de difficulté pour pouvoir les adopter. En outre, à cette session seront programmées 2 séances d'information sur la télévision numérique terrestre et le Centre national de recherche agronomique, ainsi que 2 séances de questions orales avec débat. La première relative à l'univers des transports à Abidjan et la seconde à l'état d'entretien du réseau routier national interurbain et urbain. À noter également la tenue très prochaine de la 14e conférence afro-arabe à Abidjan du 4 au 5 mai et d'un séminaire de formation à l'endroit des parlementaires sur la question des droits de l'homme les 17 et 18 mai prochains. Le mois de juillet sera réservé à l'examen des autres tests qui seront transmis aux députés par le gouvernement. Une rencontre de haut niveau a lieu en ce moment à Abidjan. C'est celle des pays membres de la CEDEAO qui vont se pencher sur les réformes du secteur postal en déclin au sein de l'espace sous-régional. Comment redynamiser le secteur et comment donner un nouveau souffle aux activités postales dans la sous-région? Les experts tenteront de trouver les réponses. Grace Kando. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut améliorer la qualité des services postaux au sein de l'espace. Selon des experts du domaine, les services postaux ont pris du plomb dans l'aile avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Certaines postes n'ont pas su intégrer à temps les effets des technologies dans leur fonctionnement. Aujourd'hui, on note une baisse du trafic au niveau du courrier B2B. Au niveau du trafic mondial, on constate une baisse du courrier physique annuellement aux environs de 15%. Pour donc élaborer un schéma directeur de développement des services postaux des États membres de la CEDEAO, une rencontre se tient à Abidjan. Il y a des opportunités qui s'offrent à la Poste et nous voulons, en tant qu'organisation régionale, profiter de cette occasion pour pouvoir relancer le service postal. Les postes au niveau de la sous-région ne peuvent pas travailler toutes seules. Il faut que tout le monde travaille ensemble, mutualiser les efforts. Et pour mutualiser les efforts, il faut un guide. C'est pour ça que nous avons fait cette directive, pour que tout le monde travaille dans le même sens. Au terme de 2 jours d'échange, les États membres de la CEDEAO s'engagent à assurer au sein de la communauté des services postaux efficaces.
Un mot d'économie à présent. Le FMI, le Fonds monétaire international, a publié aujourd'hui son rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Et la Côte d'Ivoire a été choisie pour le lancement des résultats de cette étude intitulée « Afrique subsaharienne, un changement de cap s'impose ». Je vous propose d'écouter le directeur adjoint du département Afrique. Il nous livre les grands axes de cette étude et le choix de la Côte d'Ivoire pour le lancement du rapport. Nous avons choisi de lancer la version francophone de ce rapport en Côte d'Ivoire, étant donné la place qu'Abidjan a dans l'Afrique francophone et l'importance de la Côte d'Ivoire dans l'histoire de la croissance africaine. L'Afrique subsaharienne passe par une période difficile. En effet, en 2015, la croissance économique n'a atteint que 3,5%. Et pour 2016, nous prévoyons une baisse davantage jusqu'à environ 3% pour le continent africain. La Côte d'Ivoire a déjà pris des mesures pour attirer beaucoup d'investissements et on le voit d'ailleurs quand on arrive ici à l'aéroport avec des avions pleins qui arrivent ici avec des investisseurs. Mais bien sûr, c'est une course qui n'a jamais fini. Il faut faire davantage pour faciliter cet investissement. Et quand on pose la question aux investisseurs, qu'est-ce qui est de plus important pour vous? D'habitude, on a deux réponses. Les infrastructures, routières, portuaires, énergétiques et l'accès au capital. Et donc, le développement financier. Je pense que si la Côte d'Ivoire se concentre sur ces deux domaines, vous êtes bien parti. Le Conseil du café cacao manifeste sa solidarité aux producteurs de l'Indénié Djoablin et du Gontogo qui ont été victimes des feux de brousse. Le Conseil leur a offert récemment des kits alimentaires en guise de soutien. C'est ce que nous dit Honorine Agnigori. Le Conseil du café cacao au secours des producteurs de l'Indénié Djoablin et du Gontogo victimes de feux de brousse récemment. C'était au cours d'une cérémonie à la Chambre d'agriculture d'Abengourou. Cette structure a offert à chacune des victimes un kit alimentaire constitué d'un sac de riz de 50 kg, de 10 litres d'huile et de table. Le conseiller agricole a par ailleurs assuré les victimes de l'Indénié Djoablin et du Gontogo du soutien du Conseil du café cacao en termes de semences. L'objectif est de les aider à reconstituer leur verger de cacaoyer ravagé par les flammes. Le sous-préfet central d'Abengourou, Missa Kwasi, qui a présidé cette cérémonie, a adressé des mots de réconfort et d'encouragement à ces paysans meurtris. Il leur a demandé de sécher leurs larmes et de se remettre au travail, car le pays compte sur eux. Adjeyu Kofi, le porte-parole des victimes, a quant à lui exprimer sa gratitude au Conseil du café et du cacao pour cet élan de solidarité à leur endroit. Les usagers de la voie Abobo-Alepé ont pu se rendre compte de la dégradation quasi totale d'une partie de cette route. Il existe en effet un énorme ravin situé non loin du corridor en venant d'Abobo qui menace même de couper cette voie internationale en deux. Une situation qui inquiète les usagers. On retrouve Pargassoro Kone. Des pneus en plein milieu de route pour inviter les automobilistes à la prudence. Cette partie du bitume prête à s'affaisser menace de séparer la route en deux en cas de forte pluie. Une situation qui inquiète les usagers. Le mois passé, il y a un baka qui est tombé dans l'eau là. C'est tombé ici dans l'eau là. Voilà. Donc vraiment, ils n'ont qu'à venir nous aider. S'ils peuvent faire ce pont là, ce trou là, ce mauvais trou là, ça va nous arranger. Nous pensons qu'il faut réparer les choses dès que cela se pose. Une route internationale, aujourd'hui, 2 véhicules ne peuvent pas se dépasser à cet endroit. Le pont qui se trouve à moins de 5 mètres de là n'est pas mieux loti. Ces grilles sont dans un état de rouille très avancé. Elles ne sont pas loin de céder. Un peu plus loin, juste avant le corridor d'Alepé, les eaux usées provenant des différents quartiers d'Abobo ruissellent sous ces ponts de fortune créés pour la circonstance. Un pont qui risque de causer d'énormes dégâts avec la saison des pluies qui s'annonce. On va se retrouver dans la saison des pluies. Bientôt, on va se retrouver aussi dans la période où il y a beaucoup de fêtes dans cette région, notamment les fêtes de génération. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait la catastrophe pour réagir. S'il y a une forte pluie, vraiment cette route-là, on ne peut plus passer dessus. Donc vraiment, on demande pardon au gouvernement. Ils n'ont qu'à venir faire ce pont-là. Ça va beaucoup nous arranger, puisque c'est très dangereux. Déjà approché en décembre 2015 en vue d'une solution à cette voie dégradée, les responsables de l'AGEROUTE, agents de gestion des routes, se disent conscients du problème.
nous sommes soumis au Code des marchés publics. Par conséquent, il y a une procédure à suivre. Cette procédure peut être plus ou moins longue en fonction de la situation. Nous sommes là en face d'un point critique qui est quand même délicat. On ne peut pas faire l'appel d'offres ouvert à tout le monde. Donc, on doit déjà identifier les entreprises qui ont la capacité de le faire selon les règles de l'art et dans les délais convenus et signer un marché. Les appels d'offres ont été lancés et le dépôt des offres est prévu pour le 12 mai. Les entreprises qui ont été sollicitées, à qui on demande de faire des propositions, vont déposer leurs offres le 12 mai. Pour l'heure, les usagers continuent d'emprunter et de traverser ces voies devenues dangereuses. À Abidjan, dans la commune de Yopougon, la police municipale vient d'être dotée de motos de patrouille d'une valeur globale de 30 millions de francs CFA. Cette action devrait permettre le renforcement des capacités opérationnelles de la police de la commune afin de faire face efficacement aux défis de la fluidité et de la sécurité routière. Malika Koulibaly, Moussa Konaté. Des motos offertes à la police municipale de Yopougon pour être efficace dans sa mission quotidienne, celle d'assurer la sécurité. Les autorités municipales affichent ainsi leur engagement à rassurer leurs administrés. Il s'agit d'équipements payés par la mairie, par le contribuable de la mairie. Nous marquons notre volonté de faire de notre police un exemple. Nous allons donner l'image de cette police-là qui en vaut la peine et qui contribue donc au développement de la mairie. Bien équipés pour mieux servir, l'action est appréciée par le directeur de la police municipale et de l'ordre public de Yopougon. Ces équipements-là vont rendre plus opérationnels, plus visibles les actes de la police municipale. Il en faut encore plus. Parce que les tâches qui nous sont confiées sont immenses. Il faut encore davantage. Et je crois que le maire, il a dit, il nous a promis, il va non seulement augmenter l'effectif, mais également augmenter notre capacité de mobilité. Outre ces motos reçues, des dons, notamment des véhicules, sont annoncés dans les mois à venir, ce qui permettra de satisfaire totalement les besoins de la police municipale de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Les rois et chefs traditionnels du Grand Nord ont décidé de contribuer au retour de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Récemment, ils ont organisé à Ouangolodougou une cérémonie de prière pour les victimes de l'attentat de Grand Bassam et de reconnaissance au président de la République, Kader Sogodogo, de la station régionale RTI Bouaké. Ouangolodougou, entrée nord de la Côte d'Ivoire en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les rois et chefs traditionnels de cette partie du pays initient une journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Il prie également pour toutes les victimes de l'attaque terroriste qui a visé Grand Bassam. Nous, les chefs traditionnels du département de Ouangolodougou, avons pris l'initiative d'organiser cette journée de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour lui témoigner notre approbation totale dans sa gestion du pouvoir et surtout notre soutien indéfectible dans toute la situation douloureuse que notre pays traversera pendant son mandat. Musulmans et chrétiens se sont succédés pour élever des prières pour la Côte d'Ivoire et ses habitants. Le parrain de cette double cérémonie partage cette vision d'une Côte d'Ivoire unie et en paix. Une cérémonie qui magnifie le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ce n'est un secret pour personne que la Côte d'Ivoire revient de très loin avec le travail de fourmi abattu par le chef de l'État depuis son arrivée à la magistrature suprême. Notre pays s'est réconcilié avec lui-même. Le représentant du président de la République, le préfet Sindou Koulibaly, invite la chefferie traditionnelle à continuer dans ce sens. Je trouve juste et normal que la population, avec à leur tête, les chefs puissent rendre une journée de reconnaissance aux chefs de l'État. Et je voudrais leur dire merci, infiniment merci pour cette journée. Le parrain de la cérémonie, Traoré Drissa, a offert à chacun des 107 chefs traditionnels présents 5 mètres de basin blanc, symbole de paix, de cohésion et de pureté.
Les hommages du peuple congolais et de l'Afrique à l'artiste Papa Wemba ont débuté hier lundi à Kinshasa au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État Joseph Kabila et à laquelle a pris part une forte délégation ivoirienne. Papa Wemba a été élevé au rang de héros national. Le roi de la rumba sera inhumé demain, mercredi. Serge Koléa revient de Kinshasa. Honneur et gloire à Papa Wemba. La République démocratique du Congo rend l'ultime hommage à un de ses dignes fils, Jules Chungu Wemba Dio, décédé le dimanche 24 avril à Abidjan-sur-Seine, n'est pas un citoyen lambda, encore moins un artiste ordinaire. C'est une icône, une superstar. Il a été élevé à titre posthume au grade de grand officier dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au palais du peuple de Kinshasa. Dans la salle, toute la classe dirigeante de la RDC, avec à sa tête le président de la République, Joseph Kabila. Les amis de Papa et la grande famille des artistes congolais, unis dans un même élan de solidarité, ont chanté pour le maître d'école. Dans ce deuil qui frappe sa famille, mais aussi l'Afrique et le monde, plusieurs délégations étrangères, dont celle de la Côte d'Ivoire, conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie. La mort de Papa Wemba scelle un pacte entre la Côte d'Ivoire et le peuple congolais. Je suis venu avec une forte délégation pour nous tenir aux côtés du peuple congolais et dire que nous sommes de cœur, d'esprit et de corps avec le Congo. Le chef de l'État du Congo nous a transmis un message au chef de l'État de Côte d'Ivoire, notre homologue de la culture et des arts du Congo, remercier les autorités ivoiriennes pour toute la part prise dans ces obsèques. Le ministre des Arts et de la Culture de la RDC, Esdras Kambale, a annoncé l'édification prochaine d'une salle de spectacle avec un musée pour pérenniser l'œuvre et la mémoire artistique du roi de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. En attendant un décret du chef de l'État, la journée du 24 avril, date du décès de Papa Wemba, a été proposée pour la célébration chaque année de la Journée nationale de la musique congolaise en reconnaissance à l'œuvre gigantesque de Jules Presley et de son influence sur les générations entières d'artistes congolais et africains. On lui consacre le 24 avril comme journée de la musique, c'est vraiment un honneur et je suis très content pour ça. Je suis triste mais je suis satisfait pour Papa Wemba. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné pour le pays. L'inhumation aura lieu le mercredi 4 mai à Kinshasa. En France, un débat est en cours à l'Assemblée nationale. C'est celui sur le projet de loi de travail. Après plusieurs semaines de contestation dans la rue, c'est au tour des députés de plancher sur la question. Les débats s'annoncent interminables après le dépôt de près de 5000 amendements. Ils vont durer 2 semaines. Plusieurs centaines de manifestants réclament ce mardi à Paris et en région le retrait du projet de loi sur le travail défendu par Myriam El Khomri. Retrait total, grève générale. Aux parlementaires de prendre leurs responsabilités ou hashtag on vaut mieux que ça. Voilà ce que l'on entendait scander par les manifestants qui se sont rassemblés sur l'esplanade des Invalides à l'appel des syndicats CGT, Force ouvrière, Solidaire et des organisations lycéennes et étudiants. Je pense que la loi travail, c'est ce qui nous unit tous aujourd'hui, par-delà nos différences sectorielles. Pendant ce temps, à l'intérieur du Parlement, la loi de travail est débattue. Pendant que la ministre du Travail défend son projet, plusieurs députés semblent d'accord sur un point. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il ne faut rien changer au Code du travail. Je pense qu'il faudrait sincèrement le simplifier, faciliter l'accès aux droits pour les entreprises comme pour les salariés, qu'il y a, face à l'ubérisation de l'économie, des protections nouvelles à trouver. Taxer la première embauche, on sait bien que beaucoup de jeunes, la plupart des jeunes commencent par un CDD et c'est comme ça qu'ensuite on arrive à un CDI, mais là, taxer les CDD, ça veut dire taxer l'embauche, taxer l'emploi. C'est invraisemblable pour être vraiment chez les bolcheviks pour inventer un truc pareil. Face aux vives critiques, le gouvernement a modifié à 2 reprises le projet de loi. De l'abandon du plafonnement des indemnités pour licenciement injustifié
justifiée à la définition du licenciement économique en passant par la prise des congés par le salarié ou la taxation des CDD. Les débats sont houleux dans l'hémicycle. Près de 5000 amendements ont été déposés. Pour faire passer cette loi sur le travail contesté, le gouvernement a une autre option, recourir à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, qui permet l'adoption sans vote d'une loi. Si cet article est utilisé, les républicains menacent de brandir une motion de censure pour sanctionner ce qu'ils appellent le degré zéro de l'autorité sur sa majorité à l'égard de son gouvernement et sur la voie publique. La flamme olympique des JO de Rio est arrivée à Brasilia aujourd'hui en provenance de Genève. L'ouverture des Jeux olympiques de Rio de Janeiro aura lieu début août. La flamme passera dans plus de 300 villes et sera portée par quelques 12 000 relayeurs avant d'arriver le 5 août au mythique stade Maracana pour le coup d'envoi des premiers JO d'Amérique du Sud. C'est sur ces images que je vous dis au revoir, mais avant, sachez qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le jeudi 5 mai 2016, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, à ce même micro, vous retrouverez Ami Koulibaly.